Bonjour à tous, nous vous remercions de vous être inscrits à cette conférence en ligne. Ce webinaire aujourd'hui s'intéresse à la biocompatibilité qui est, comme vous le savez, un aspect préclinique important pour tout dispositif en contact avec le corps humain. La conférence aujourd'hui sera animée par Christine Quinton. Elle est responsable de l'évaluation des dossiers techniques de dispositifs médicaux de classe 3 au LNE GMED. Pour ma part, je m'appelle Jean-Luc Lenindre, je suis ingénieur commercial pour le marché médical, santé, et j'assurerai le rôle de modérateur. Aujourd'hui, le sujet de la biocompatibilité est générateur de nombreuses questions et discussions. Ce webinaire rappelle la méthodologie décrite dans la norme NFEN ISO 10993-1 de 2010 et a pour objectif d'harmoniser la démonstration de la maîtrise du risque biologique. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses en direct avec notre expert. Et pour poser vos questions, vous avez la fonction chat en bas à droite de votre écran que vous pouvez utiliser dès maintenant tout au long du webinaire. Et nous retiendrons quelques questions auxquelles nous pourrons répondre en live. Alors, il y aura certainement trop de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Nous ferons une foire aux questions qui sera publiée dans quelques jours, quelques semaines sur la page du webinaire de nos webinaires. Et la présentation que nous faisons va aussi vous être envoyée à tous les participants dans quelques jours. Nous avons aussi préparé un guide sur le sujet. Il est d'ores et déjà téléchargeable gratuitement sur notre site web. Alors avant de passer la parole à Christine Quinton, je souhaite vous rappeler brièvement les activités du LNE, le Laboratoire national de métrologie et d'essai. Le LNE apporte son expertise et ses solutions techniques aux entreprises, institutions et collectivités pour répondre aux critères de performance, de compétitivité et de sécurité des produits dans différents secteurs d'activité, que ce soit le médical, la consommation, l'habitat, l'énergie, les transports. Pour ce faire, le LNE est accrédité pour 35 directives différentes. Nous employons 800 personnes, majoritairement des ingénieurs et des techniciens de haut niveau, répartis sur 9 sites dans le monde. Si je fais un focus sur l'activité dans le marché médical, nous vous proposons de l'assistance technique et réglementaire, c'est-à-dire des prestations d'assistance sur mesure en fonction de vos besoins, des essais de compatibilité électromagnétique par exemple ou de sécurité électrique, avec en particulier le CB-Skin qui vous permet de reconnaître votre rapport facilement dans plus de 50 pays, et aussi de la certification. Le LNE donc, est l'organisme notifié français pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Nous vous permettons également d'accéder aux marchés internationaux grâce à de nombreuses accréditations, des reconnaissances, des partenariats et en particulier le nouveau programme MDSAP qui concerne 5 pays en un seul et même audit. Donc ces pays, ce sont les USA, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Brésil et le Japon. Nous offrons évidemment des prestations de métrologie, y compris de la métrologie sur site, comme des contrôles de qualité de l'air ou d'enceintes thermiques, climatiques et d'autres équipements. Et enfin, nos fameuses formations dans nos domaines de prédilection, qualité, réglementaire ou métrologie. Donc vous l'aurez compris, le LNE est à votre disposition pour vous accompagner dans nombreux de vos projets. Nous allons pouvoir donc commencer la partie technique de ce webinaire avec Christine Quinton qui va nous parler de la biocompatibilité et de la façon de démontrer la maîtrise du risque biologique selon la norme NFEN 10993-1. Christine, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau webinaire dédié cette fois-ci à la biocompatibilité. Alors, le LNE GMED a souhaité organiser ce webinaire
par rapport à la sortie du guide et aussi pour harmoniser les données présentées par les fabricants lors des audits sur site ou lors des évaluations de dossiers techniques. Nous allons voir 4 parties à ce webinaire. La première partie qui est dédiée à la démarche globale, la deuxième qui est dédiée aux principes généraux, la troisième est relative à la méthodologie d'évaluation proposée et la quatrième sera relative au document du LNEGMED en lien toujours avec la démonstration de la biocompatibilité. Alors la démarche globale, c'est quelque chose qui est relativement simple et qui est aussi connu. C'est-à-dire que le point de départ pour le fabricant est de classifier son dispositif médical et cette classification est fondée sur la nature et la durée du contact avec le corps humain. Le fabricant recherche les données existantes. Il identifie d'éventuels manques dans l'ensemble des données disponibles sur la base d'une analyse des risques qu'il a conduit. Il identifie d'éventuelles données supplémentaires nécessaires à l'analyse de la sécurité biologique et qu'il doit générer, qu'il doit lui-même générer via l'évaluation biologique, et il nous fait à la fin une évaluation globale de la sécurité biologique du dispositif médical. Ça, c'est la démarche globale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on doit générer quelque chose, et puis, si oui ou non on a généré quelque chose, quelle est l'évaluation et la conclusion finale. Deuxième point, relatif aux principes généraux. Alors, je ne les ai pas tous cités ici, mais j'ai pris les extraits qui me paraissent les plus importants. Alors, l'évaluation biologique de tout matériau ou dispositif médical destiné à servir sur l'homme doit faire partie d'un programme structuré d'évaluation biologique au sein d'un processus de gestion des risques. Actuellement, on ne peut plus faire de dissociation entre l'évaluation biologique et la gestion des risques. La gestion des risques est un processus transversal et qui porte aussi la démonstration de maîtrise du risque biologique. Alors à ce titre, puisqu'il s'agit d'un processus, l'évaluation biologique doit être planifiée et effectuée et documentée par des personnes expérimentées et compétentes. Alors le principe général aussi indique que le plan de gestion des risques identifie les aspects de l'évaluation biologique qui demandent des compétences techniques particulières, ainsi que là où les personnes responsables de l'évaluation de la sécurité biologique. Donc on voit bien, pour ceux qui aussi participent à l'élaboration des plans de gestion des risques, il y a un point dédié aux responsabilités et qu'il doit y avoir normalement un point dédié à l'évaluation du risque biologique au sein du plan de gestion des risques. Et ça, c'est ce que la norme préconise. Toujours dans les principes généraux, on a un qui va de soi, on va dire. Les éléments suivants doivent être pris en compte pour leur pertinence dans l'évaluation globale du dispositif, le ou les matériaux utilisés pour la fabrication, les additifs, les contaminants et les résidus, les substances relargables. Dans substances relargables, on entend toutes les substances qui ont été acquises pendant la fabrication et que le dispositif médical libère. Les produits de dégradation, pour le coup, ce sont des produits qui viennent eux-mêmes du dispositif en lui-même et qui, par contrainte, font que le dispositif se dégrade. Mais ce sont bien des produits, ce sont des substances qui viennent bien du produit en lui-même, contrairement aux substances relargables qui ont été gagnées pendant la fabrication. Alors les autres composants et leur interaction avec le produit final, on peut imaginer de l'usure créée par des frottements, par des pressions, par des cycles. Les propriétés et caractéristiques du produit fini, ici c'est le cas échéant si c'est pertinent. Et dans les caractéristiques du produit fini, on doit avoir la porosité, la taille des particules, la forme et la morphologie de surface. On rappelle que pour la biocompatibilité, il s'agit d'une réponse cellulaire face à un matériau qui est mis en contact et qui, a priori, est étranger au corps humain. Quelque chose qu'il faut absolument garder en mémoire et qui est écrit tel quel dans la norme,
l'identification des composants chimiques des matériaux et la considération de leur caractérisation doit précéder tout essai biologique. Donc, aussi étrange que ça puisse paraître, mais c'est comme ça, la norme a un aspect de la protection animale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des essais sur les animaux pour faire des essais, il s'agit d'abord de regarder ce qu'il y a et de regarder s'il y a nécessité de faire des essais ou pas. Donc, a priori, on serait même en droit de dire sans caractérisation chimique au départ, il n'y a pas de démonstration selon la norme. Alors, quand on a pris en compte tout ça, cette démarche globale, les principes généraux que je viens d'énumérer, enfin un extrait, le LNEGMED propose une méthodologie. Sur l'étape première, on a la description et l'utilisation. Alors, dans la description du dispositif médical, on a les caractéristiques physiques du produit, y compris mais pas uniquement la porosité, la taille des particules, la forme et la morphologie surface. On a aussi son utilisation prévue du dispositif médical, performance clinique revendiquée. En deuxième étape, on a la partie classification du DM en lien avec la nature et la durée de contact. Alors quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, c'est la nature des contacts. Donc dispositif au contact d'une surface, peau, muqueuse, surface lésée ou endommagée. Dispositif communiquant avec l'extérieur, donc de façon indirecte avec le circuit sanguin, tissu, os, dentine, circulation sanguine, et dispositif implantable, os, tissu et sang. Alors un point par contre sur lequel j'insiste aussi dans cette présentation, c'est la durée de contact avec le corps humain. Exposition limitée, dispositif dont l'emploi ou le contact cumulé unique, multiplié ou répété est inférieur à 24 heures. Dans les dossiers qui sont présentés en évaluation ou dans les dossiers qui sont évalués hors site, nous ne voyons pas cette estimation du contact cumulé, multiplié, répété. Et à ce stade, nous pensons qu'il y a une sous-estimation de l'exposition. Et du coup, c'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte dans le processus de gestion des risques, dans la démonstration de la maîtrise du risque biologique. Combien de fois un dispositif va être utilisé en multiplié, en répété. Exposition prolongée, même chose, dispositif dont l'emploi ou le contact cumulé unique, multiple ou répété à long terme est susceptible de dépasser 24 heures tout en restant inférieur à 30 jours. Même remarque que pour l'exposition limitée en A, nous ne voyons pas dans la gestion des risques une estimation d'un contact multiple répété à long terme. Et c'est quelque chose, il est vraiment demandé, les évaluateurs et les auditeurs vont être conviés à regarder ce point. Contact permanent, qui est le C, dispositif dont l'emploi ou le contact cumulé unique, multiple ou répété à long terme dépasse 30 jours. Donc pour tous les fabricants, pour beaucoup de fabricants, il va être nécessaire de regarder s'il n'y a pas une sous-estimation de l'exposition. Étape numéro 3, qui est relative à la caractérisation du matériau. Donc c'est une étape préliminaire qui est essentielle, on l'a vu, la caractérisation doit avoir lieu avant tout essai biologique. La caractérisation détermine à minima les composants chimiques du dispositif médical et les éventuels additifs et auxiliaires résiduels de fabrication, et cette caractérisation est réalisée selon l'ISO 10993-18. Cette caractérisation permet de déterminer la présence et la nature des produits chimiques relargables, et dans le cas où le fabricant a un produit avec un potentiel de dégradation, il est nécessaire aussi de déterminer la présence et la nature des produits de dégradation, dont la caractérisation se fait via l'ISO 10993-9 pour des dispositions générales, et ensuite, selon la tirée 13, 14 et 15, selon qu'il s'agisse d'un polymère, d'un métal, d'un alliage et d'une céramique. Une fois cette caractérisation faite, il y a une étape numéro 4, l'analyse des résultats avec un suivi du processus. Qu'est-ce qui est fait du résultat? Alors, il doit y avoir une recherche bibliographique qui est à mener selon les résultats obtenus lors de la caractérisation, en tenant compte bien sûr de la classification du dispositif.
Le fabricant peut éventuellement utiliser les données historiques qu'il a déjà en sa possession. Et puis pour les produits relargables et pour les produits constituant le matériau, il doit y avoir la recherche des données toxicologiques connues avec vérification des marges de sécurité adéquates. Et c'est aussi pour cela qu'il faut bien déterminer la durée de contact pour pouvoir bien vérifier les marges de sécurité. Alors, s'il y a plusieurs produits chimiques relargables, il y a une synergie potentielle qui est étudiée. Ce n'est pas possible de faire un produit relargable par un produit, il doit y avoir un ensemble qui doit être fait. Le fabricant aussi doit regarder, porter attention au rapport de temps de relargage par rapport à la quantité de produits relargués. Selon ce qu'il va trouver, eh bien, pour calculer ses marges de sécurité et ses doses, le fabricant utilise l'ISO 10993-17. Et selon s'il y a des produits de dégradation, la même démarche est à faire. Est-ce qu'il y a des données toxicologiques existantes pour ces produits de dégradation? Quel est le temps de dégradation? La marge de sécurité. Comment réaliser une recherche bibliographique? J'ai envie de dire, rien que vous ne sachiez à ce stade, établir un protocole d'identification, de sélection, de collecte, de revue de toutes les données études existantes, établir un objectif de la revue littéraire scientifique, des critères de sélection et d'exclusion des données, qui sont définis par rapport à un raisonnement adapté, bien sûr toujours au produit, son usage. La norme aussi recommande qu'une revue de la littérature évalue clairement la qualité des documents et la mesure selon laquelle la littérature se rapporte aux traits et caractéristiques spécifiques du matériau ou dispositif en question. On peut comprendre que s'il s'agit d'un matériau, peut-être le bon matériau, mais si l'étude parle d'une durée d'utilisation inférieure à 24 heures et qu'il s'agit pour le fabricant d'un matériau qui va être implanté, on n'aura pas assez de données. On s'attend, suite à cette recherche, un rapport avec une conclusion justifiée, basée sur l'état de l'art et basée sur les données analysées, et on attend bien sûr un rapport de recherche daté et signé par les examinateurs compétents. Une fois ce rapport fait, quelle est la suite du processus? Première question à se poser, ou quelle est la question à qui est à se poser? La conclusion de la recherche bibliographique est-elle suffisante pour répondre à tous les risques potentiels? Si pas de conclusion suffisante, dans ce cas-là, le fabricant détermine un programme d'essais biologiques supplémentaires à réaliser. L'étape suivante, il y a une analyse globale des résultats. L'évaluation globale se fait par rapport à l'historique détenu par le fabricant, le cas échéant, s'il en a un et s'il est pertinent. La revue bibliographique dans tous les cas, cette étape est incompressible, ces données plutôt sont incompressibles. Les essais biologiques réalisés, le cas échéant. Ensuite, on a une question finale. L'évaluation globale réalisée permet-elle d'obtenir un bénéfice probable pour la santé par rapport au risque probable de blessures ou maladies provenant de l'emploi du dispositif prévu par le fabricant? Cette étape doit être prévue dans le plan de gestion des risques. Les personnes compétentes qui ont réalisé l'analyse bibliographique, le cas échéant, qui ont fait réaliser des essais biologiques, répondent à cette question. Si c'est oui, c'est très bien. Si c'est non, le fabricant va continuer sa démonstration. Alors, à cette étape-là, on suppose que le fabricant a une réponse qui est favorable, ce qu'on lui souhaite. Le produit va sur le marché et le produit vit sa vraie vie. Alors, il y a un autre principe général que je tenais aussi à vous rappeler, qui est écrit dans la norme, c'est qu'une fois que le produit est sur le marché, il n'y a plus rien à faire, mais la vraie vie continue. Donc, la norme, elle dit, les matériaux ou produits finis doivent être considérés comme devant être soumis à une réévaluation biologique si l'un des phénomènes suivants se produit. Tout changement dans les matériaux utilisés lors de la fabrication du produit, en termes de source ou de spécification. Tout changement de la composition, de la fabrication, de l'emballage primaire ou de stérilisation du produit. Tout changement dans les instructions du fabricant ou dans les attentes
en ce qui concerne l'entreposage, par exemple les modifications de la durée de stockage et ou de transport. Tout changement de l'utilisation prévue du dispositif sous signe d'effets défavorables possibles lors de l'usage du produit sur l'homme avec l'utilisation des données issues de la surveillance post-marché. Voilà la méthodologie qui est proposée. Alors, pour soutenir cette méthodologie, le LNEGMED a des documents à utiliser. Alors, tout d'abord, on a fait une création, c'est-à-dire qu'on a créé un rapport d'évaluation du risque biologique pour les examens CE de type et de conception. On a mis à jour le rapport d'évaluation du dossier technique en audit sur site pour cette partie dédiée à la biocompatibilité et nous avons créé un guide de présentation de l'évaluation biologique. Alors, je vais vous présenter la création du rapport d'évaluation du risque biologique, donc, qui a été mis sous la forme des rapports qui sont utilisés actuellement par le LNEGMED. Alors, premier item, ce sont les normes et référentiels appliqués au dispositif médical relatif à la biocompatibilité. Donc, on a bien sûr la norme, je dirais, chapeau, la 10993-1, qui présente le processus et la méthodologie, mais on sait qu'on a aussi des normes parfois dédiées aux produits. Le deuxième item qui correspond à la composition, description, fabrication et utilisation du dispositif médical. La composition du dispositif médical, la description du dispositif incluant le comportement cellulaire attendu. La biocompatibilité, c'est bien la réponse cellulaire, encore une fois. La fabrication du dispositif médical, l'utilisation du dispositif médical incluant la performance clinique revendiquée, la durée d'utilisation, la durée de péremption et les conditions de stockage. Item numéro 3, la classification d'IgM, nature et durée de contact, ce que nous venons de voir. Item numéro 4, la caractérisation du matériau. Elle se fait selon la tirette 18, nous venons de le voir, pour identifier les matériaux constitutifs et les potentiels produits relargables. Même chose pour les produits de dégradation, s'il y en a. Et cette caractérisation se fait selon la 10993-9 et ensuite 13-14-15 selon le matériau. Il doit y avoir la présence des rapports d'essai réalisés pour cette caractérisation. Il doit y avoir aussi la présence de la preuve de l'accréditation 17025 du laboratoire ayant effectué les essais. Et à ce stade, on demande aux fabricants déjà d'identifier les phénomènes dangereux biologiques, basés sur toute la caractérisation et l'identification qui a été faite. Il y a donc ensuite l'étape d'analyse des résultats. Donc il va y avoir l'évaluation d'un protocole, un protocole relatif à l'identification, la sélection, collecte, revue des données et des études existantes. L'évaluation du rapport daté et signé par les examinateurs non compétents, accompagné des articles et des études. Et puis la question qui se pose, les données issues de la recherche bibliographique, le cas échéant des données issues de l'historique du fabricant, sont-elles suffisantes pour répondre à tous les risques potentiels identifiés au point 4, au point précédent? Alors, si la réponse est non, on va au point 6, et là, le fabricant détermine un programme d'essai biologique. Et donc, il s'agit de déterminer un programme d'essai biologique supplémentaire à réaliser afin de répondre aux risques potentiels qui ne peuvent pas être maîtrisés par les données bibliographiques. Donc là encore, le fabricant, il fait ce qu'on appelle un gap analysis. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut attendre, qu'est-ce qui lui manque? On demande pour l'évaluation à ce que la présence des rapports d'essais réalisés soit transmis. On demande aussi la preuve de l'accréditation 17025 du laboratoire ayant réalisé les essais. Au point 7, nous avons l'analyse globale des résultats, toutes sources confondues. Au point 8, on a la gestion des risques. La question qui se pose, l'évaluation globale réalisée permet-elle de démontrer une maîtrise de tous les risques potentiels à un niveau acceptable et d'obtenir un bénéfice probable pour la santé par rapport aux risques probables de blessures ou de maladies provenant de l'emploi du dispositif prévu par le fabricant? Ce
Ce que nous, on souhaite aussi, c'est que le fabricant fasse un renvoi dans son dossier de gestion des risques permettant la localisation de l'analyse des risques biologiques. Bien sûr, avec la réponse qui va bien, avec la maîtrise. Un point 9, pour le post-marché, on vérifiera au niveau du dossier de gestion des risques les dispositions du fabricant en termes de recueil, d'analyse et d'évaluation des informations production et post-production spécifiques à l'évaluation biologique. Donc du coup, ça nous donne un rapport qui va être autoporteur, mais qui va être complètement dédié. Pour les modifications, c'est un rapport qui va nous aider, puisque dès le départ, on aura toutes les substances, toute la composition, et on verra si ça vaut, entre guillemets, si c'est nécessaire de faire une mise à jour suite à la vie du dispositif, éventuellement changement de source, des composants, des adjuvants, ajout d'adjuvants, selon le cas considéré. Alors, là, pour le coup, il s'agit d'une mise à jour. Il s'agit de la mise à jour du rapport d'évaluation du dossier technique en audit sur site. Donc, on a les mêmes étapes et on va demander à nos évaluateurs d'auditer selon ces différentes étapes et de les renseigner par rapport à vous-même votre dossier d'évaluation ou de maîtrise du risque biologique. Et le LME GMED a créé un guide de présentation de l'évaluation biologique. Ce qui est à retenir, c'est que ce guide est applicable à toutes les classes de dispositifs médicaux, pour que le dispositif médical ait un contact avec le corps humain. Bien sûr, c'est un guide, il est basé sur la version en vigueur de la 10993-1. Pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est que le maximum de fabricants prennent connaissance de ce guide, prennent en compte la méthodologie qui est proposée. Le LNE GMED reviendra un peu plus tard sur une communication et donnera une date, je dirais, d'application et d'utilisation, aussi bien en audit sur site qu'en évaluation de dossier, de cette méthodologie. Bien sûr, le LNE GMED reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Merci Christine. Donc nous avons reçu beaucoup de questions. Alors, pendant que Christine se prépare à répondre à quelques-unes d'entre elles, je vais vous parler de notre agenda. Alors, notre agenda, donc, le 7 décembre prochain, nous avons donc un forum sur les DM et DMDIV, le forum traditionnel du LNE, une date importante déjà. Le 3 octobre prochain, une journée technique sur l'accréditation 17025. Et nous continuons à faire des webinars, vous le savez, sur une page web, donc vous avez accès à tous nos webinars, qui soient propres au médical ou bien sur des sujets plus généraux. Autre événement, donc sur le sujet particulier de la biocompatibilité, le 28 et 29 novembre prochain, nous avons une formation donc de 2 jours sur ce sujet. Et enfin, donc, comme l'expliquait Christine, notre guide de présentation de l'évaluation biologique est d'ores et déjà disponible sur notre site web, de façon à vous aider à mettre en œuvre ces changements. Donc vous allez sur la rubrique guide sur notre site web gmed.fr, dans la rubrique guide, et vous trouverez donc ce guide qui est téléchargeable pour tout le monde gratuitement. Alors, voilà, donc Christine, est-ce que vous avez pu donc
noté quelques questions qui nous ont été posées et est-ce que vous pouvez tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles, en sachant que nous allons donc répondre à, j'espère, un maximum de ces questions dans une foire aux questions qui sera publiée sur la même page que celle où vous pourrez revoir ce webinaire. Voilà, je repasse. Alors, je reviens parmi vous et j'ai beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes, mais je vais en citer quelques-unes. J'ai une question. Le décompte doit être fait pour l'exposition à un même patient? La réponse est oui. Pour les instruments de pause, le contact est limité mais répété. Comment le classer? Il faut additionner les contacts répétés, dans ce qui s'appelle cumulé. Alors, le contact peut dépendre du soin effectué. Comment fait-on pour évaluer le contact? Du coup, il faut toujours aller dans le worst case, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le pire cas. Bien sûr, oui, je vois le commentaire, c'est très patient dépendant. Le fabricant, il ne pourra pas tout maîtriser, ça on comprend, mais il peut au moins aller dans le plus pire des cas. Alors, je vois une question, instrument et implant, même nécessité de caractérisation chimique? Ben oui, sauf que les exigences en termes de biocompatibilité ne sont pas les mêmes, mais la caractérisation chimique, oui. On prend connaissance de vos questions en live. En même temps, ouais, en même temps. Alors, quand le dispositif médical est en contact quelques minutes avec la peau, par exemple un thermomètre, un dispositif de mesure non invasif placé quelques minutes, est-il vraiment nécessaire de considérer les matériaux de relargage et de dégradation pour un temps aussi court? Ben, j'ai envie de dire que c'est la gestion des risques qui va vous permettre de répondre à cette question-là. C'est pas une réponse qui peut se faire juste comme ça. Il faut vraiment regarder le contact. Est-ce que rien qu'une irritation, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Mais tout ça, c'est via la gestion des risques. Alors, j'ai des questions par rapport à la nouvelle 1993-1 qui devrait apparaître dans les mois à venir. On mettra à jour notre guide par rapport à cette norme et évidemment le cas échéant de notre rapport d'évaluation dédié aux examens de type et de conception et puis notre indice sur site. Alors, bonjour. Si essai de caractérisation mené par le fabricant, quid de l'accréditation ISO 17025? Eh bien là, à minima, il devra y avoir en audit sur site une vérification de la validation de la méthode de caractérisation. À minima. On me demande quelles compétences sont attendues exactement pour l'analyse des données issues de la recherche bibliographique. Y a-t-il des critères précis? Ça sera surtout des gens qui s'y connaissent en biologie, pharmaciens, en toxicologie. Bien sûr, tout va dépendre du produit à considérer. Alors, j'ai une question. Dans le cas d'un DM composé de substances, si des données existent sur chacune des substances et que l'interaction entre les substances est également documentée, permettant ainsi de conclure quant à la sécurité du DM, doit-on nécessairement tester le DM? Si vous en avez assez sur la combinaison, sur chacune des substances, ainsi que l'interaction et la combinaison, je dirais non. Mais encore une fois, tout va dépendre de la démonstration qui sera faite et de la justification qui sera faite. Alors, j'ai une question, qu'appelez-vous une évaluation biologique? Eh bien, une évaluation biologique, c'est la réponse des cellules humaines par rapport à un contact qu'il y a avec un dispositif médical.
Alors, peut-on consulter sur la suffisance des données bibliographiques? En fait, ce qui est attendu via ce processus de gestion aussi du risque biologique, c'est que le fabricant il fasse une veille technologique pour voir et en toxicologie pour voir s'il y a des évolutions par rapport aux composants qu'il utilise, aux substances, pour voir s'il y a des choses qui ont évolué ou pas. Est-ce que la question ne veut pas dire peut-on nous consulter sur la suffisance des données bibliographiques dans le cadre d'une assistance technique et réglementaire? Je ne sais pas. En tout cas, si la norme elle le dit telle quelle, si les données bibliographiques sont suffisantes, sous réserve bien sûr d'une démonstration en bonne et due forme, il n'y a pas forcément besoin d'aller sur les essais biologiques. Alors, une question bien intéressante. Si la condition de stockage et de durée de péremption compte dans l'évaluation, est-ce que cela veut dire que les essais de biocompatibilité doivent être faits sur le produit après vieillissement? Et c'est une excellente question parce que, je dirais, tout va dépendre du produit. Mais en tout cas, sur des produits dont on sait qu'ils vont se dégrader, dont on sait qu'il va y avoir de l'usure, dont on sait qu'ils vont rester longtemps en contact avec le corps humain, le fabricant a tout intérêt à faire des essais de biocomp sur un produit après vieillissement. Mais là encore, la gestion des risques doit être un outil qui va vous permettre d'arriver à cette conclusion. Alors, sur quelle base doit-on justifier de la présence-absence d'un potentiel de dégradation? Alors, je pense qu'il y a encore, comme d'habitude, il y a deux voies. On regarde dans la littérature s'il y a des choses qui sont connues, on regarde l'utilisation du dispositif, et puis il y a des essais. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai vu un rapport d'un fabricant où il a regardé s'il y avait un potentiel de dégradation, ce qui était vraiment très bien, mais sauf qu'il n'a pas du tout regardé si les produits dégradés étaient toxiques ou pas. Et du coup, il a eu une question. Alors, deuxième question. Les auditeurs GMED ou autres ON demandent systématiquement de faire des essais cytotoxiques, sensibilité, irritation, même s'il existe des données bibliographiques de la concurrence. Par exemple, pour un DM implantable en titane pour l'orthopédie. Il y a quelques années, l'argumentaire de biographie suffisant. Pourquoi ce changement de politique? Alors, c'est pas possible. Vous devez avoir un dossier de démonstration du risque biologique pour votre DM et pas vous baser sur les DM de la concurrence. Dans combien de temps aurons-nous cette présentation? Je pense que ça devrait arriver dans les jours qui suivent. Alors, on me pose aussi comme question, qu'en est-il des produits qui sont en renouvellement? Les produits en renouvellement, s'il n'y a pas de modification dans la fabrication, l'usage prévu, etc., tous les critères qu'on a dit, et si le suivi post-marché ne montre rien, si, pareil, la veille technologique ne dit rien, a priori, la démonstration de maîtrise du risque biologique est toujours pertinente et acquise. Alors, est-ce que les ancillaires en contact avec le sang inférieur à 24 heures doivent répondre à la norme de 1993? Et elle répond oui. Alors, on me demande où se trouve le guide LNE pour l'évaluation biologique. Alors, sur le site du LNE GMED, gmed.fr, vous allez ensuite dans la rubrique guide et vous pouvez le télécharger sur cette page guide. Donc, www.gmed.fr, rubrique guide. Alors, question, est-ce qu'un dispositif médical qui est utilisé pour rincer d'autres dispositifs médicaux doit faire l'objet d'une évaluation biologique? Pas de contact direct chez l'homme, merci. Alors, la norme, elle parle bien quand il y a contact avec l'homme. Et pareil, c'est la gestion des risques qui va vous induire, enfin qui va vous conduire plutôt vers une décision ou pas.
Alors, on me demande est-ce que le guide est disponible en version anglaise? Je réponds oui. Oui, donc là, dans ce cas-là, vous allez sur notre site, encoregmed.fr, vous passez sur la version anglaise, il y a un petit drapeau pour changer de langue, et sur la même page guide en anglais, vous avez la version anglaise de ce guide. Alors, quels essais complémentaires sont à réaliser par un fabricant lorsque la matière première est déjà testée sur la 10993-5 et 10993-10, sous-entendu que le produit est en contact avec des muqueuses non lésées utilisées à court terme? En fait, c'est beaucoup trop court, restreint comme démonstration, puisque on a vu qu'on avait les matériaux constitutifs, mais on a aussi les additifs, les résidus, et ceux-là représentent des produits relargables qui doivent aussi être testés. Donc le fait d'avoir une matière première qui a déjà été testée est un élément, mais qui n'est pas suffisant. Alors à quelle fréquence faut-il actualiser le dossier? Autre question. Je dirais quand il y a des modifications. On a vu déjà dans un des principes généraux que la norme donnait des configurations, des situations qui amenaient à revoir le dossier. Ensuite, évidemment, s'il y a une norme qui bouge, le dossier aussi, s'il y a une évolution de l'état de l'art, s'il y a des nouvelles données, voilà, on suppose que le fabricant va revoir son dossier. Une dernière question, Christine? Alors, si un essai recommandé n'a pas été effectué pour un dispositif médical déjà commercialisé, est-il nécessaire de le réaliser dans le cadre de la réévaluation ou est-il possible de se référer aux données cliniques de sécurité? Eh bien, je recommanderais fortement aux fabricants de réaliser l'essai dans le cadre de la réévaluation parce que c'est pas facile quand même de détecter des problèmes de toxicité lors de l'évaluation des données cliniques post-marché. Alors, encore une fois, retenez bien, il faut faire une caractérisation chimique avant, au préalable. Regardez ce que vous avez regardez les données existantes avant de vous lancer dans des essais biologiques. Pour la question, je répondrai très certainement. Merci Christine, merci beaucoup. Alors, donc, je récupère la main, voilà. Donc, pour terminer, il me reste à vous remercier tous pour votre attention pour ce webinaire et remercier Christine Quinton pour ses explications. Donc, encore une fois, le guide qui est à votre disposition sur notre site web en français et en anglais devrait vous intéresser fortement. Et donc vous avez sur cette dernière diapositive donc nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous espérons vous retrouver soit chez vous lorsque nous faisons les audits et que nous évaluons vos dossiers, ou alors évidemment chez nous. Encore une fois, il y a cette formation fin novembre qui a lieu à Paris. Inscrivez-vous, je pense que les places vont vite se remplir. Voilà, merci à vous tous, à bientôt sur nos webinaires et pour vous rencontrer dès que vous en aurez besoin. Au revoir Christine. Au revoir Jean-Luc.